rebonjour et bienvenue à Prendre plaisir à l'informatique. Et là, l'émission va avoir un titre approprié parce que là, on va avoir du plaisir. Fait que je vais faire une petite rétrospective très rapide de nos aléas en Windows Microsoft qu'on a vu tout au long des émissions précédentes. Tout simplement, brièvement, vous avez vu un peu que c'est pas toujours plaisant que de faire de l'informatique en Microsoft. Il y a des gens qui disent « Ah, ben non, moi, j'ai pas de trouble, ça va bien. C'est parce qu'ils commencent pas à faire de l'ordinateur. Il y en a qui ont fait beaucoup de recherches, puis ils ont appris des erreurs et ils ont réussi à passer par-dessus, mais ils sont jamais très sécures. Ils savent que à peu près à tout moment, ça peut leur éclater presque en plein visage, puis sauf qu'ils ne connaissent pas autre chose que ça. C'est sûr que quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas de choix, ben c'est dur de choisir, pas de choix. Hein? Fait qu'on, disons que c'est étant imposé, ben on se dit, bon, on va dealer avec ça, mais c'est pénible de dealer avec ça. Fait que donc, je vous ai pas mal démontré ce qu'il en était des systèmes Microsoft. Et puis, par chance, ben c'est ça. Comme je vous ai dit à partir même de la première émission, il y a des solutions autres pour faire fonctionner un ordinateur qu'un système d'exploitation qui est imposé par Microsoft. Mais là, il y a des choses que vous devez tenir compte aussi. C'est qu'étant donné que Microsoft est un monopole et impose son monopole, donc les fabricants de PC, d'ordinateurs personnels, comme celui que j'ai ici, c'est un petit Gateway, c'est comme une sous-marque de Acer. C'est pas un ordi qui est dispendieux. Par contre, j'ai pris un écran un peu plus grand parce que les écrans de 15 pouces, c'est plate. Celui-là, c'est un 17, c'est déjà ça. Mais moi, à la maison, mon ordinateur avec lequel je travaille continuellement, c'est pas un portable, c'est une tour et j'ai un écran à LED de 24 pouces et ça, c'est clair. Et en vieillissant, on voit de moins en moins bien. Et plus on travaille sur un ordinateur, et moins on voit clair. Il faut dire que l'âge n'aide pas, mais l'usure aussi. Moi, j'ai tellement travaillé sur des ordinateurs et même à distance que je contrôlais l'ordinateur dans un autre pays pour essayer de déboguer ou de désinfecter les ordinateurs. Je n'ai fait des milliers à grandeur du monde étant assis chez nous devant mon ordinateur. J'avais un écran de 15 pouces et avec les logiciels d'assistance à distance, quand on prend assistance sur un autre ordinateur dans le monde qui a un écran, mettons, de 13 pouces, donc on ne le voit pas, il ne remplit pas notre écran et les petits caractères à lire et à vérifier et les avertissements des systèmes de protection, il faut se casser les yeux, essayer de voir ce qu'il en est, ce qui est écrit sur un écran distant. Et j'ai jamais porté de lunettes. Sauf que j'ai commencé à porter des lunettes dans les derniers temps en étant avec un système Microsoft à l'époque. Et les polices de Microsoft sont très pixelisées, sont mal faites, qui fait que je ne lisais pas. J'avais de la misère à lire et là, j'avais des maux de tête incroyables. Essayer de lire un écran distant, c'était l'enfer. J'en ai fait tellement qu'à un moment donné, je ne voyais plus rien. C'était juste des lignes. Hein? Fait que j'ai dit, bon, ben là, il faut que... Fait que là, je me suis mis à porter des lunettes. Et là, quand j'ai découvert le monde Linux, j'ai essayé une distribution Linux. Dans le temps, c'était une Linux Mint Selena 3, je crois, qui est une distribution Linux, parce qu'il y en a des milliers de distributions Linux, mais c'est une édition, autrement dit, qui est faite par un type qui est en Irlande, qui s'appelle Clément Lefebvre. Et j'ai travaillé avec lui au début pour pousser cette distribution-là
au public sur Internet parce qu'elle valait vraiment la peine. Et Clément Lefebvre est un gars qui est perfectionniste. Et puis, c'est un bon père de famille aussi. Puis, fait que j'ai tout de suite embarqué avec la Linux Mint. Et j'avais aussi, dans le forum français, je m'occupais de faire les tutoriels dans le forum français pour pouvoir que les gens, s'ils ont des questions, bien, qu'il y ait des réponses automatiquement à leurs questions. Et j'assistais aussi bien souvent en direct sur les forums pour aider à la compréhension ou les gens qui voulaient faire telle chose, mais comment qu'on fait, puis je leur expliquais. Fait que c'est ça, je me suis impliqué pas mal pendant 1 an et demi, comme il faut, là, avec la Linux Mint et Clément Lefebvre, et là, c'est devenu de plus en plus gros. Et maintenant, Linux Mint, il y a même des ordinateurs et des mini-ordinateurs, c'est pas plus gros que ça, là, à peu près de la taille d'un disque dur. Il y en a qui sont à peu près à la taille d'un disque dur mécanique et d'autres sont environ la taille d'un lecteur CD-DVD dans une tour d'ordinateur. Et ils viennent déjà avec les couleurs vertes de l'Irlande. Hein. C'est vraiment typique de l'Irlande. Et donc, un ordinateur de cette taille-là peut être quand même très puissant et il y a le logo de Mint dessus. Fait que ça, disons que le côté commercial se développe de plus en plus avec Linux. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près tous les geeks en Linux, tous les hackers ou tous les programmeurs Linux et tous ceux qui finalement qui aiment la communauté Linux et l'idéologie derrière Linux, ces gens-là, souvent travaillent dans l'ombre, travaillent dans leur coin. Ils veulent avoir une machine performante et donc ils perfectionnent leur propre système dans leur ordinateur. Il y en a qui le gardent un peu comme leur précieux et d'autres disent, ben ça va tellement bien qu'il va falloir que je vais le partager. Et c'est la philosophie aussi de Linux. C'est du partage. Fait que si moi j'ai réussi à faire de quoi de hot, comme on dit, qui est le fun, bien je vais m'arranger pour prévenir des amis autour ou d'éventuels amis, des gens que je sais de la communauté Linux mondiale qui tripent, comme on dit en Linux, et je vais leur partager ça. Je vais leur partager, regardez ce que j'ai fait, puis je vais leur offrir le code source aussi de ce que les codes de fabrication, ce que je vous ai expliqué, la feuille de musique, ils vont avoir les notes disponibles, je leur offre. Et il y en a beaucoup qui font ça à travers le monde. Et là, les autres, ils reçoivent ça, puis ils regardent ça. Ah oui, OK. Ah oui, je comprends. Il y en a qui comprennent juste avec le code. Ils voient le code, puis je ne veux pas savoir ce que ton logiciel fait, montre-moi le code. Fait que là, ils regardent le code, puis là, à un moment donné, ils se mettent à travailler, même à perfectionner ce code-là comme une recette à perfectionner. Et ensuite, bien, ils le redistribuent. Et à un moment donné, c'est comme ça, la création de logiciels libres, les codes sources sont toujours disponibles et il y a toujours place à améliorer selon le bon vouloir de ceux qui les ont créés, ces logiciels-là, et qui veulent justement que les gens soient contents de les utiliser. Donc, c'est vraiment une philosophie qui n'a pas rapport avec ce qu'on connaît normalement quand on achète un ordinateur. Et là, d'où ce que je viens de vous dire juste avant pour ce qui est des, pas avertissements, mais que je dois vous indiquer. Vous voyez, les ordinateurs qui naissent par les fabricants, comme ce Gateway-là, Microsoft a comme imposé, et pas comme, a imposé littéralement que cet ordinateur-là, de ce modèle-là, naisse avec un Microsoft Windows dedans. Et pour ce faire, bien, ils ont des ententes avec les fabricants, et surtout des ententes. Et les fabricants prennent une version de Windows, si cet ordinateur-là sort ou sortait avec un Windows 7, mettons. Et ils ont des OEM qui appellent, qui sont simplement ils répliquent toujours
un système d'exploitation avec une clé de licence. Et ils ont tant de clés, finalement, selon le nombre d'ordinateurs, parce que chaque clé est différente, qui prouve que la dîme a été payée à l'oncle Bill. Et en retour, bien, les fabricants aussi sont payés en retour parce qu'ils montent l'ordinateur avec des clones d'un Windows dedans et les numéros changent, les numéros de licence changent à chaque unité physique. Et ça, en conséquence, le fabricant, lui, le matériel qui est à l'intérieur et les pilotes pour piloter les logiciels, les drivers, comme on appelle, qui est un véritable cauchemar la plupart du temps pour des gens qui utilisent Microsoft, de faire des recherches et de trouver les drivers. Les techniciens dans les boutiques de matériel informatique, normalement, eux, bien, ils se sont gardés en banque un paquet de drivers, de pilotes, pour pouvoir justement les installer sur tel type de machine et parce que ça varie continuellement. Autant qu'il y a de types de matériel qu'autant qu'il y a de la variation dans puis en plus, il y a du 32 bits qu'on appelle, puis il y a du 64 bits, mais là, plus ça va, plus c'est du 64, le 32 étant devenu désuet. Mais c'est continuellement de la recherche, puis aller à la pêche sur des sites où est-ce que vous devez trouver des pilotes pour piloter. Le meilleur exemple, je me souviens, mon Windows XP, étant donné que je travaillais en désinfection puis que je me formais en sécurité informatique, j'ai joué avec le feu souvent avec mon ordinateur et j'ai toujours réussi à reprendre le dessus. Il y a quelques fois que je n'avais pas le temps de le faire, que pouf, j'arrache, je désinstalle, je réinstalle. La première fois que je l'ai fait, OK, je me rends compte que je n'ai pas de pilote pour piloter ma carte réseau avec ma tour. Fait que mon Internet est branché, mais je n'ai pas d'Internet. Oh, je n'ai pas d'autre ordinateur. Je fais quoi? Là, ça n'allait pas bien, là. Je ne vais pas me brancher sur Internet parce que je n'avais pas le pilote qui me permettait de le faire. Mais le pilote qui me permettait de le faire, j'ai refouillé dans mes choses, puis j'en avais un sur un CD. Fait que là, je l'ai réinstallé et j'ai été capable de me rebrancher. Par contre, en changeant de système, parce qu'à un moment donné, je dis, je vais essayer Windows Vista, que j'appelais Windows Virsa. C'est une des tâches qu'ils ont fait, comme le Windows Millennium, là, assez incroyable comme machine consommatrice, ça n'a pas de bon sens, puis c'est les bugs sont innombrables. Hein, fait que, mais à un moment donné, c'est ça, là, j'installe ça. J'ai pas de pilote encore Internet, mais là, je ne peux pas utiliser ceux-là qui étaient dans XP. Il fallait que j'aille chez le voisin, aller faire des recherches pour faire fonctionner le pilote Internet pour ma machine, pour pouvoir continuer à faire de quoi, au moins avec. Il fallait d'abord que j'ai une connexion, puis j'en avais pas. J'avais pas la clé, là. Ça allait pas bien. Fait que ça, c'est des choses qui étaient récurrentes. OK? Mais là, c'est ça, c'est que les fabricants, de plus en plus, rendent fonctionnels déjà d'office des pilotes qui fonctionnent avec le type de matériel qu'ils vendent, bien entendu, avec des éditions diverses de Windows, comme le 7 ou le 10. Et par contre, le problème qu'on peut avoir en Linux, c'est que si vous avez un ordinateur qui est relativement récent, même 3, 4, 5, 6 mois, cet ordinateur-là, il a été fait, justement, il a été testé pour fonctionner avec Windows. Parce que Windows a imposé de mettre son système dedans et le fabricant, lui, bien, c'est ce qu'il fait. Il les rend fonctionnels avec un Windows. Fait que là, vous avez un problème dans ce cas-là. Et parce que ça ne veut pas dire que le matériel qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur et les pilotes disponibles vont fonctionner en Linux. Okay? Donc, l'autre chose aussi,
c'est que les fabricants de matériel qui fabriquent les pilotes pour piloter ce matériel-là, eux, leurs codes sources sont fermés. Donc, la communauté Linux, si elle veut faire, exemple, faire fonctionner un pilote graphique pour avoir des effets 3D sur un ordinateur type, ici, mettons, c'est un gateway, on peut se retrouver devant un problème que les pilotes, on risque d'avoir de la misère à les trouver autant que sur Microsoft. Et là, ça prend un pilote en version Linux. Mais le fabricant, est-ce qu'il a été assez respectueux pour faire un pilote en Linux? On n'est pas sûr. Et à cause de ça, bien, la communauté Linux et les développeurs et les codeurs de Linux travaillent d'arrache-pied pour faire des pilotes génériques, qu'on appelle. Tu sais, c'est comme, au lieu d'acheter un produit Heinz, là, vous achetez un produit sans nom, ou la marque du président, ou peu importe. Mais dans bien des cas, c'est le même produit. C'est rien que le nom qui change, l'étiquette. Mais la communauté Linux de développeurs ne peut pas faire de la rétro-ingénierie sur un logiciel pilote pour piloter du matériel parce qu'on s'expose à des infractions au point de vue de la loi, à de la violation de copyright. Fait que là, on essaie de débarquer de cet engrenage malsain-là, mais on n'est pas capable d'en sortir parce que, à part que partir de zéro, puis tout faire nous-mêmes. Fait que c'est ce que des gens font. Ils créent des pilotes génériques qui fonctionnent très bien en plus, et qu'étant donné que le code source est ouvert, bien, il y a possibilité de l'améliorer et de rentrer dans la base de données du code du nouveau matériel, des nouveaux ordinateurs. Puis, ces pilotes-là sont offerts aussi quand il y a une mise à jour sur le système Linux, peu importe celui que vous avez. Il y a des mises à jour qui sont faites, exemple, pour du nouveau matériel, pour ce qui est des imprimantes, tel numéro d'imprimante HP qui vient de sortir, et ainsi de suite. Il y a des compagnies qui sont plus éveillées que les autres. Il y a des compagnies qui sont plus honnêtes que les autres. Exemple, dans les imprimantes. Moi, je ne travaille pas pour HP, mais je vous recommande fortement du HP en Linux. Parce que HP a eu la décence de faire des pilotes pour Linux. Et ça, c'est digne de mention. La plupart des autres compagnies se foutent pas mal du monde Linux parce qu'ils se disent il n'y a pas assez de gens qui utilisent Linux. Ils n'auront pas qui vont utiliser non plus vos machines. Ceux qui ont du Linux, ils vont se passer de vos marques. OK? Le respect, là, ça doit être mutuel. Et moi, j'ai des gens qui fonctionnent en Linux depuis plusieurs années que j'aurais fait découvrir Linux, et ils savent. Et quand ils s'en vont pour acheter du matériel pour faire fonctionner avec leur ordinateur, exemple, une imprimante, on va se limiter juste à ça, c'est clair qu'ils vont aller chercher une HP. Ils n'iront pas chercher une autre marque. Parce que sur la boîte de HP directement, il y a un beau petit pingouin dessus sur le côté. Et le pingouin, c'est le pingouin de Linux. Hein? C'est l'emblème de Linux. Le pingouin, la communauté, la marche de l'empereur, hein? Chauffer la vie dans le petit œuf, là, vous comprenez la philosophie, je pense que je vous l'ai déjà expliqué. Fait que cette machine-là est plug and play. Hein? Ce qu'on appelle, c'est qu'elle est fonctionnelle directement. Vous branchez ça dans un ordinateur qui a un système Linux dedans, et vous venez pour imprimer, là, il vous sort, OK, vous avez tel type d'imprimante HP de tel numéro, et c'est une multifonction, il y a ci, ça, ça, ça. Voulez-vous installer le pilote? Oui, monsieur, on le veut. Voilà, merci. Il l'installe, votre matériel est prêt à être utilisé. Vous pouvez imprimer une page de test, tchouc, ça part tout de suite. Vous n'avez pas besoin de CD. Les CD, ça, c'est pour Windows, ça. Les CD, ça, c'est le monde néandertal, finalement. C'est l'homme de Cro-Magnon. Les CD, on n'utilise plus ça en Linux. On n'a plus besoin de ça. Les CD, là, ce que j'avais trouvé de pas pire à faire, moi, quand j'ai découvert Linux, c'est que tous les CD, le matériel de CD, parce que j'installais des fois des choses pour d'autres personnes dans des ordinateurs, puis à un moment donné, j'installais
en installant du Linux, des fois en double amorçage. Et les gens pouvaient démarrer en Windows ou en Linux, mais à un moment donné, ils ne démarraient plus en Windows pantoute. On prenait les CD, puis on attachait de la corde à pêche, puis on les mettait debout, hein, un au-dessus de l'autre. On faisait des rideaux avec ça. Séparer ça d'une porte, là, entre le salon puis la cuisinette. C'est beau, terrible en plus, parce que le soleil frappe là-dedans. Puis les couleurs d'arc-en-ciel des CD, c'est très beau. C'est ça l'utilité des CD, là. Il y en a qui faisaient des frisbees avec, mais je ne recommande pas. Ça pollue, là. Faites pas ça. Mais c'est ça. Puis c'est pas réinscriptible, ces CD-là. Fait que finalement, c'est une pure perte, c'est du gaspille, c'est de la pollution éventuelle et ça peut devenir coupant s'ils sont cassés. On n'a plus besoin de ça, là. En Linux, on n'utilise plus de CD. Fait que ça c'est de l'évolution. Fait que ce que je vous disais aussi pour c'est ça pour les pilotes de matériel, comme je vous dis, HP, retenez ce nom-là avec Linux. HP est collaborateur du monde des logiciels libres et les autres ne sont pas encore rendus là. Et non pas que HP a du meilleur matériel, mais c'est qu'HP est plus éveillé et considère les utilisateurs et qui savent qu'il n'y a pas juste Windows dans ce monde. Okay? Et ça, déjà là, ils ont monté d'un cran dans mon estime depuis qu'ils ont cette philosophie-là. C'est la même chose aussi pour certains éditeurs de jeux. Okay? Il y a des jeux qui se vendent, qui sont avec un CD, parce que les jeux, vous les achetez avec des CD parce qu'ils n'ont pas encore sorti un système comme tel qui peut remplacer. Malgré que les nouveaux portables, ils n'ont même pas de lecteur CD, DVD non plus dedans. Mais un jeune qui a un ordinateur portable, puis il veut, ou qui a une tour, bien, il veut jouer à un jeu qui a un CD, fait que vous y achetez pour Noël, peu importe le jeu. Mais si vous avez un Linux dans votre système et exclusivement un système Linux, n'allez pas essayer d'acheter un CD fait pour PC, Windows, Microsoft, là, ou Apple, là, ou pour console. Là. Il ne fonctionnera pas. Il ne fonctionnera pas en Linux. Parce que il doit être fait, justement, en version Linux. Et ça, c'est une autre affaire. Les gens disent « Ouais, mais Linux, c'est plate. Moi, je joue à des jeux, moi, puis je ne peux pas jouer en Linux. » Puis, tu sais, Linux, pourquoi ils ne font pas? C'est pas Linux, pourquoi ils ne font pas? Le problème n'est pas Linux, le problème est l'éditeur du jeu. C'est pas Linux, là. Linux, le système Linux, la communauté Linux ne doit pas se mettre sur les épaules le fait que l'éditeur de logiciel n'est pas assez éveillé puis n'est pas assez respectueux de sa clientèle pour faire des systèmes qui vont des jeux qui vont fonctionner en Linux. Il semble penser qu'il y a à peu près 800 personnes dans le monde qui utilisent du Linux. Enlevez-vous ça dans la tête. Là. Il y en a des millions. Okay? Et plus ça va, plus il y en a. Et plus ça va aller, plus il va en avoir. Okay? Pensez donc un peu à respecter. Puis de toute façon, ces gens-là, je ne comprends pas la logique parce que tous les jeux, okay? Ce que je vous dis là, tous les jeux sont codés en Linux à l'origine. Okay? Et ensuite, pour ce qui est de la partie graphique, ils utilisent du Apple, du Mac, pour faire la partie graphique. Et là, ensuite, ils rendent les jeux exécutables pour fonctionner avec un PC Microsoft. Ça serait quoi de ne pas passer par la dernière étape ou passer par la dernière étape pour ceux qui veulent continuer à jouer avec du Microsoft, mais de rendre une version déjà en Linux? C'est parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas assez de gens. Mais c'est faux. Parce qu'ils ont aussi fait, il y a une compagnie qui a fait des tests, ils ont sorti une version console d'un jeu. Ensuite, ils ont sorti le même jeu en version PC, Microsoft, et en version Linux. OK? Et 96% des gens qui ont acheté le logiciel, le jeu, c'est des gens de Linux. C'est aussi simple que ça. Donc, il aurait été chercher finalement 4% du marché et ils sont allés en chercher 96%. Et ça, c'est un fait.
À la prochaine émission, vous allez commencer je vais vous montrer l'écran et on va continuer sur cette lancée-là du logiciel libre et du Linux. À la prochaine.